Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani conservera-t-il le fauteuil présidentiel en Mauritanie? Les électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi pour faire le choix de la continuité ou du changement. Le président en exercice de l'Union africaine est en lice aux côtés de 6 autres candidats. Le Zimbabwe retrouve une certaine stabilité économique. Un recul du taux d'inflation annuel est prévu d'ici la fin de l'année. Une stabilité retrouvée grâce à la nouvelle monnaie ZiG entrée en circulation en avril dernier. Et puis l'adoption en Côte d'Ivoire d'un décret relatif à la gare interurbaine d'Abidjan, décret qui vient redéfinir les limites du périmètre. Le projet sera réalisé sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. Ce 29 juin était un jour de vote en Mauritanie. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Ils avaient le choix parmi 7 candidats. Sur la liste, le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui assure également la présidence tournante de l'Union africaine. Candidat pour un deuxième mandat, le dirigeant mauritanien pourrait l'emporter dès le premier tour. Nathalie Mo. Les bureaux de vote ont ouvert pour l'élection présidentielle le 29 juin 2024 en Mauritanie. Environ 1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner le futur dirigeant parmi 7 candidats. Le président Mohamed Ould Ghazouani, qui brigue un second mandat de 5 ans, part favori du scrutin. En Mauritanie, où la croissance économique devra atteindre 4,3% en 2024 contre 3,4% en 2023, le chef d'État vise dans son programme à consolider la démocratie et l'état de droit. Le deuxième défi est consacré essentiellement à ça, à travers une économie forte, une économie qui s'inscrit dans la durabilité et une économie qui est centrée sur la population. Parce que souvent, on crée de la croissance et cette croissance n'est pas partagée équitablement entre les différentes franges de la population. Donc c'est une économie sustainable, mais inclusive, qui va inclure tous les Mauritaniens et qui va offrir à tous les Mauritaniens les mêmes opportunités économiques. Les autres candidats, à l'instar de Biram Da Abeid et Mokhtar Mohamed Abdi, misent sur l'alternance, gage de démocratie selon eux. Un objectif loin d'être atteint pour l'opposition qui a dénoncé un manque de transparence et des élections pas équitables pour tous les candidats. Biram Da Abeid a pointé des manœuvres électorales visant à présenter le président Ould Ghazouani comme vainqueur du scrutin avant même la fin du vote. Nous répondons à la CENI et à ceux qui la manipulent au sein du pouvoir que Ghazouani ne peut pas passer par les urnes, qu'il est déjà battu clairement à travers les meetings, l'adhésion populaire, l'engouement populaire. Aucune autre manière de passer en force en dehors des urnes ne sera acceptée. Et je promets au peuple que je ne l'accepterai pas. S'il existe un point sur lequel tous les candidats à la présidentielle mauritanienne s'accordent, c'est sur le caractère déterminant de la participation des jeunes au scrutin. En Mauritanie, les moins de 35 ans représentent plus de 70% de la population de près de 4,5 millions d'habitants selon des données officielles. Des observateurs prédisent une victoire du président Mohamed Ould Ghazouani dès le premier tour, grâce notamment à son alliance avec la deuxième force parlementaire du pays, le parti islamiste Tawassoul. Le cas échéant, le calendrier électoral prévoit un deuxième tour de la présidentielle le 14 juillet 2024. Une force de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. C'est le plan présenté par les ministres de la Défense de la CEDEAO lors d'une réunion tenue le 27 juin à Abuja. Un plan qui vise aussi à prévenir les coups d'État. Son coût, plus de 2 milliards de dollars par an. Comment donc le financer? La question devrait être examinée lors du prochain sommet des chefs d'État de la sous-région. Samantha Sabirou-Sagupanga. Pour renforcer la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le bloc régional recherche 2,6 milliards de dollars par an pour établir une force de sécurité de 5000 hommes. C'est ce qu'ont proposé les ministres de la Défense de l'organe régional lors d'une rencontre tenue le jeudi 27 juin 2024 à Abuja, au Nigeria.
Notre rassemblement ici aujourd'hui est motivé par la nécessité urgente d'examiner les options de financement contenues dans le mémorandum qui doit être présenté par la Commission de la CEDEAO pour le déploiement de la force régionale proposée. Les implications financières de cette proposition sont importantes. Elles sont estimées à 2,6 milliards de dollars par an pour une brigade de 5000 hommes. L'Afrique de l'Ouest est en proie à l'insécurité avec une série de crises politiques qui ont nui à la coopération régionale. En janvier 2024, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des gouvernements de transition, ont décidé de quitter l'Union qui compte 15 États membres. Le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touraï, a déclaré que ces États ne seraient pas exclus de la force régionale. 18 ECOWAS member states have been invited to take part. Les 15 États membres de la CEDEAO ont été invités à participer à cette importante réunion. La raison en est certainement l'autorisation et l'approbation donnée à la proposition de la Commission à cet effet dans le passé, car il est évident que nous ne pouvons pas lutter contre le terrorisme seuls ou si d'autres ne participent pas. Chaque État membre de la CEDEAO va apporter sa contribution financière. La proposition des ministres de la Défense sera étudiée lors du prochain sommet des chefs de l'État de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont également invités à rejoindre cette force en attente. L'actualité, c'est aussi le bilan des manifestations au Kenya. Au moins 30 personnes sont décédées lors d'une mobilisation tenue le 25 juin. Des chiffres établis par Human Rights Watch qui s'est notamment appuyé sur des registres hospitaliers. L'ONG accuse par ailleurs la police d'avoir brutalement réprimé ces manifestations et tiré à balles réelles sur des protestataires. Son directeur associé pour l'Afrique, Otieno Namwaya, dénonce une situation, je cite, totalement inacceptable au regard du droit kényan et international. Face à ces abus, Human Rights Watch appelle les autorités à enquêter rapidement, mais de manière crédible et transparente. Rappelons que les Kenyans s'étaient mobilisés dans la rue contre le projet de loi de finances 2024, projet qui prévoyait l'instauration de nouvelles taxes, notamment sur le pain. Au lendemain de cette journée émaillée de violence, le président William Ruto a finalement annoncé son retrait. Et malgré cela, la mobilisation se poursuit notamment sur les réseaux sociaux. C'est l'un des piliers de sa politique étrangère. Le Maroc poursuit ses engagements en faveur de la coopération sud-sud, coopération indispensable au développement du continent et qui se matérialise par la signature de plusieurs accords dans des secteurs clés. Parmi les projets menés, le gazoduc Nigeria-Maroc estimé à 25 milliards de dollars. Marcel Kouassi. Au Maroc, conformément à la politique de coopération internationale du royaume chérifien, les autorités ont adopté pour les années à venir de principaux objectifs basés sur la consolidation et le développement de la coopération bilatérale et le développement de la coopération tripartite Maroc, organismes internationaux et les pays frères. Le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Mohamed Medkal, réitère l'importance de ces initiatives pour le royaume chérifien. Le roi fait de la coopération sud-sud le principal pilier de la politique étrangère où l'Afrique est la priorité en veillant à placer le développement humain et durable au centre de l'ensemble des actions, des projets, des programmes et des initiatives que le Royaume du Maroc met en œuvre pour accélérer cette coémergence. Le Maroc poursuit ses objectifs à travers plusieurs projets d'envergure, tels que le développement du gazoduc Maroc-Nigeria, d'une distance d'environ 7000 km, qui permettra de connecter les pays côtiers de la façade atlantique et les pays du Sahel. Un projet qui constitue une opération de transformation énergétique, économique et sociale d'une grande partie du continent. Donc en renforçant le corridor commercial, industriel, énergétique
entre les pays du Sahel et la façade atlantique à travers les différents ports, que ce soit le port de Dakhla Atlantique ou le port de Dakar, Lomé, Abidjan, Conakry, etc. Donc tous les ports de la façade atlantique serviront en mieux avec ce développement accéléré des pays du Sahel en favorisant cette connectivité à l'Atlantique. Deuxième dimension aussi peut être autour de la dimension énergétique et l'interconnexion électrique entre pays, puisque, comme on l'a dit, ces pays ont un avantage compétitif autour de leur exposition solaire et donc des capacités de production électrique à exploiter dans ce sens-là. À noter que le Maroc a connu en l'espace d'une décennie de profondes transformations. Ses relations internationales se sont diversifiées, tant au niveau des acteurs qu'à celui des orientations stratégiques de sa politique étrangère. Plus d'une trentaine d'ambassades et de consulats marocains à travers le monde ont été inaugurés dans des pays stratégiques comme le Tchad, la Barbade. Les perspectives économiques semblent encourageantes pour le Zimbabwe. D'ici la fin de l'année, la Banque de réserve prévoit un recul du taux d'inflation annuel à 5%, une stabilité économique retrouvée grâce à l'introduction de la nouvelle monnaie ZiG, Zimbabwe Gold. Le Fonds monétaire international salue de son côté une amélioration de la discipline de politique monétaire. Les précisions de Pauline Minka. La Banque de réserve du Zimbabwe prévoit que l'inflation annuelle reculerait de 5% d'ici la fin d'année de 2024 grâce à la stabilité de la monnaie Zimbabwe Gold ZiG et la stabilité du taux d'échange induite par la politique monétaire stricte. Le gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe, John Muchaya Vanu, a déclaré jeudi 27 juin 2024 que le comité de la politique monétaire MPC s'était réuni pour évaluer les performances des mesures annoncées le 5 avril 2024 et délibérer sur les récents développements macroéconomiques et financiers. Au mois de juin, le taux d'inflation a été nul, ce qui est un record pour le Zimbabwe de la monnaie précédente. Donc, ce qui fait que c'est réaliste qu'avec un taux d'inflation nul en juin, on pourrait légitimement progresser un peu. Cette annonce fait suite au lancement de la nouvelle monnaie ZiG le 5 avril 2024 qui a maintenu sa valeur par rapport au billet vert au taux de $1 américain, équivalent de 13,56 ZiG. Les réformes ont permis un apaisement de la volatilité sur le marché parallèle pendant 3 mois consécutifs. Les mouvements des prix des produits de base se sont atténués par rapport à la période précédant la création de la monnaie ZiG. Le MPC a décidé de maintenir la politique monétaire restrictive actuelle pour assurer le maintien de la stabilité actuelle. Alors, le pays doit donc faire beaucoup d'efforts de rectitude, surtout sur les dépôts à terme, l'épargne, parce que passer de 15 à 5% au niveau de l'épargne, c'est décourager complètement les épargnants, les poussant à consommer. Et en les poussant à consommer, ça va nécessairement éviter qu'il y ait des pics au niveau des produits à la consommation et permettre à l'économie de se stabiliser avant 2025. Le Zimbabwe a connu l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde, officiellement 55% en mars 2024, après avoir atteint des taux à 3 chiffres en 2023. Une situation semblable à celle de 2008 où l'inflation avait atteint 231 millions de %. Son coût est évalué à 47 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, la construction de la gare interurbaine d'Abidjan se précise. Le Conseil des ministres a adopté un décret qui vient redéfinir les limites du périmètre du projet. Une information confirmée par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui a par ailleurs précisé que la gare sera réalisée sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. Le point avec notre correspondante Marie-Roger Kouaou. En Côte d'Ivoire, la ville d'Abidjan sera bientôt dotée d'une gare interurbaine. Afin de mener à bien ce projet de construction, le Conseil des ministres, réuni le 26 juin 2024, a adopté un décret redéfinissant et déclarant d'utilité publique les limites du périmètre du dit projet. La redéfinition du périmètre est prévue sur le site de l'ancienne case d'Adjamé, qui sert présentement de parc à bétail. Le Conseil a adopté un décret redéfinissant et déclarant d'utilité publique les limites du périmètre du projet de construction de la gare interurbaine d'Abidjan. Cette gare moderne
sera réalisé sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé. D'un coût estimé à 47 milliards de francs CFA, cette nouvelle gare bâtie sur une superficie de 35 hectares devrait être réalisée en 2 ans au travers d'une convention de concession pour une durée de 25 ans entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société Générale d'Afrique CISA. À terme, l'infrastructure qui pourra accueillir près de 23 millions de voyageurs par an est de l'avis des autorités ivoiriennes, pressentie pour être la plus belle et la plus grande gare routière d'Afrique de l'Ouest. Elle regroupera dans un environnement sain et sécurisé toutes les activités liées au transport urbain de façon à fluidifier la circulation dans le district autonome d'Abidjan. Ce décret précise les limites du périmètre du projet. À noter que l'ancienne casse d'Adjamé est depuis juin 2024 le principal lieu de parquage et de vente de bétail dans le district d'Abidjan. Le gouverneur du district d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo, avait fait cette annonce après la délocalisation des marchands de bétail dans la commune de Port-Boué. Du sport à présent avec la Coupe COSAFA 2024 qui se poursuit en Afrique du Sud. Dans le groupe B, la première journée s'est avérée difficile pour les Zambiens, champions en titre. L'équipe s'est inclinée 2-0 face au Kenya. C'est Austin Odhiambo qui a ouvert le score sur penalty. Les Kenyans ont ensuite pris l'avantage avec un but de Patrick Otieno. Compte rendu de cette rencontre avec Joël Ballot. Grosse surprise dans cette première journée du groupe B de la Coupe de football COSAFA. Le duel qui opposait la Zambie tenant du titre au Kenya ce 27 juin 2024 s'est soldé par la belle victoire des Harambee Stars du Kenya 0-2. Nous avons marqué tôt, ce qui nous a permis de prendre rapidement l'avantage dans le match. Il faut dire que la motivation des coéquipiers sur le banc de touche y est pour beaucoup. On a pu pousser dans le jeu et gagner. Sur penalty, le milieu défensif kenyan Austin Odhiambo place le ballon au fond des filets après seulement 9 minutes de jeu. Confiant les Kenyans à terre et amène les Zambiens à commettre des erreurs qui permettent à Patrick Otieno de s'infiltrer dans la surface zambienne et marquer le second but à la 19e minute. But qui va clouer le champion de la Coupe COSAFA 2023. Malgré une seconde mi-temps dominée par la Zambie, l'équipe n'a pas été en mesure de se créer suffisamment d'occasions pour revenir dans le match. Je pense que nous avons fait un bon match. C'est juste triste d'avoir commis des erreurs en première période. Je pense que nous avons dominé le match, même si nous nous sommes créés très peu d'occasions. Nous avons bien joué, maintenant nous devons rester focalisés et forts pour la prochaine rencontre. Dans la seconde rencontre de la journée, le Zimbabwe, qui marque son grand retour à la Coupe COSAFA depuis 2021, s'est imposé 1-0 face aux Comores grâce au but de Michael Tapera en deuxième mi-temps. Un match acharné dans lequel les deux équipes se sont rendues coup sur coup, mais les Warriors du Zimbabwe, malgré des préparatifs tumultueux, s'en sortent victorieux et peuvent appréhender la suite de la compétition plus sereinement. Prochaine sortie le 30 juin, le Kenya sera face aux Comores et la Zambie croisera le fer contre le Zimbabwe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.